Khair alaikum, bonsoir. J'étais en train de chercher la nouvelle que j'allais vous lire et je suis tombé sur un article qui s'intitule De l'ordre et du désordre, que j'ai écrit il y a longtemps et il a été publié par La Tribune le 5 juillet 2001. Et j'ai décidé de vous le lire ce soir. Cet article est écrit en hommage aux victimes innocentes de Kabylie et d'ailleurs. Alors, de l'ordre et du désordre. Dans les pays à faible indice démocratique, le sous-prolétariat, misérable par définition, désorienté et inculte, constitue par excellence une masse manipulable à souhait entre les mains du prince. Une armée de mercenaires, de gros bras bon marché, qui par une propagande vulgaire, pour quelques bouchées de pain ou quelques grammes de drogue, se font un plaisir de remplir des missions aussi ingrates que de malmener des manifestants ou de casser des grèves. L'histoire foisonne d'exemples de cette nature, où des gouvernants en difficulté, en mal persistant de légitimité, n'ont pas hésité à utiliser ce genre de procédé, générateur de nombreux avantages. Gérer par la violence les revendications légitimes de la société sans se compromettre officiellement en État. Que des travailleurs en grève ou des manifestants se fassent agresser, comme ce fut le cas dernièrement à Alger, par leurs concitoyens, que du sang coule et abreuve une terre exsangue, meurtrie sans relâche. Le prince et sa soldatesque n'en seront pas officiellement comptables. C'est le peuple qui aura cassé du peuple. Une affaire entre le peuple et par le peuple. Mais comme toute médaille, celle-là présente une autre face. Les sous-prolétaires, incapables d'idéal et de loyauté, sont toujours au service du plus puissant. Ils sont par conséquent enclins à se retourner du jour au lendemain contre ceux-là même qui les auraient employés la veille. Cette catégorie de la population est donc un danger permanent au cœur de la nation. Ce qui est vrai concernant le sous-prolétariat l'est absolument pour la lumpenbourgeoisie, comprador par essence, et la lumpenintelligentsia, servile par culture, incrustée aussi bien dans l'administration que dans les structures soldatesques et économiques. Deux autres catégories de la population explicitement nuisibles, portées de par la dynamique qui les détermine à perpétuer le délabrement d'un pays et à la collaboration naturelle avec l'ennemi potentiel, ennemi visible et déclaré dans le meilleur des cas, ou ennemi invisible, mais présent et toujours menaçant, comme dans le désert des Tartares de Dino Buzzati. Est-ce pour cette raison essentielle que certains penseurs du siècle passé sont allés jusqu'à préconiser l'élimination du sous-prolétariat, dans le sens physique du terme? Une folle velléité motivée sans doute, dans ce cas, par la volonté de l'avènement rapide d'une dictature du prolétariat. Débarrassée dès le départ d'une potentielle cinquième colonne, et dont la nature totalitaire n'a eu cependant rien à envier à celle des oligarchies qu'elle prétendait combattre. Mais au-delà de cette caricature du sous-prolétariat, des autres sous-classes, dans le sens culturel du terme, et de leur rapport paradoxal avec le prince, sa soldatesque et l'ennemi potentiel ou virtuel, il est un fait simple et têtu qui se cristallise devant nos yeux, palpable dès que l'on transcende l'apparence d'anarchie qui caractérise certaines sociétés, et la répétition cyclique de révoltes sans cesse avortées, et qui explique les drames que subissent nombre de peuples en état de double domination simultanée, interne et externe. L'entretien et l'exacerbation des facteurs de guerre civile servent à entretenir et à imposer le libéralisme sauvage et à maintenir au pouvoir la caste dominante. Les adeptes et les bénéficiaires de cette stratégie sont convaincus qu'un désordre bien géré crée et renforce un ordre de nature à servir leur dessein de domination absolue. Mais depuis que l'humanité existe, beaucoup de désordres que les princes ont cru pouvoir gérer à leur avantage ont été contre toute attente à l'origine de la création d'ordres nouveaux et ont permis la libération et l'épanouissement des hommes. Le temps que, bien entendu, ces ordres nouveaux se travestissent à leur tour si l'on n'y prend pas garde. Dans le cas de l'Algérie, à l'orée de ce XXIe siècle, dramatiquement monopolaire, et près de 40 ans après le recouvrement de l'indépendance nationale, arrachée de haute lutte, l'établissement d'un véritable état de droit
serait non seulement la moindre des choses, mais aussi le seul et unique choix stratégique d'un modèle capable de garantir pour longtemps la stabilité et le développement. Tout autre modèle sera voué tôt ou tard à l'échec et ne servira que les desseins inavoués des prédateurs de tous bords. Une volonté politique claire, audacieuse et sans exclusive, motivée par l'amour de la patrie, par une conscience historique éveillée et une haute opinion de soi-même et de la nation algérienne, devra motiver tous ceux qui, par leur fonction, sont à même de pouvoir influencer de près ou de loin sur les grandes décisions. Par ailleurs, toutes les ruses et compromissions ne peuvent réussir à faire de l'Algérie une oligarchie et des Algériens une masse tenue éternellement en laisse et gérée par le mensonge, la fraude et la division, en su du bâton et de la carotte. La culture du mépris n'a que trop duré et a causé tant de malheurs. Il est grand temps de changer complètement de cap. Merci, à la prochaine, Inch'Allah.